Ok, bonjour. Merci beaucoup à l'IRMC de nous avoir invités aujourd'hui avec Nadia Fiali pour présenter l'ouvrage Nadia Fiali, Conversation avec une dessinatrice politique engagée, qui a été publié dans la petite collection de la Maison des sciences humaines de l'université, la Maison des sciences de l'homme. Oui. On avait déjà fait quelques blagues à propos de cette question. À l'université de Liège. Donc, on a le plaisir d'avoir Nadia avec nous, encore une fois. C'était un plaisir de partager un petit présentation de l'ouvrage avec toi. Donc, pour faire un peu le retour sur l'ouvrage, l'initiative est venue de la Maison des sciences de l'homme, de l'université de Liège, après, si je ne me trompe pas, ta nomination à docteur honoris causa que tu as remporté. On parle entre docteurs, d'ailleurs, hein. J'avais oublié cette donnée très intéressante. Les masques. Voilà. Et, tu peux nous raconter un peu comment c'est venu l'idée de l'ouvrage, parce que moi, je n'étais pas en principe mêlée à cette histoire jusqu'à qu'un jour, j'ai eu un coup de téléphone et dit, tu veux aller voir Nadia? Oh, ouais, pourquoi pas. Déjà, merci pour cette conversation. Je suis très heureuse de te retrouver aussi. Et merci à l'IRMC pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Ça a démarré, en fait, l'idée du projet, c'était suite à ma rencontre avec l'équipe de la Maison des sciences de l'homme qui m'avait dit on aimerait faire un livre sur la thématique du féminisme en Tunisie. Et le délai était assez court. Et j'aurais dit que j'étais incapable de faire un travail pareil, aussi important, parce que c'est pas non plus donné à n'importe qui de produire quelque chose comme ça. Donc j'aurais dit que je ne pouvais pas le faire et que on verra, peut-être qu'un jour on collaborera à nouveau, mais sur un autre projet, mais ça, c'était pas dans mes cordes. En tout cas, vu les délais, je ne pouvais pas assurer ça. Et par la suite, donc l'année suivante, elles m'ont dit bon, on a changé d'avis, on aimerait faire un livre sur ton travail, sur tes dessins, sur ton parcours et tout. Moi, ça m'avait un peu étonnée parce que j'ai l'habitude de parler de mon personnage, j'ai l'habitude de parler de la politique, j'ai l'habitude de parler de la Tunisie, et c'est pas trop mon truc de parler de moi et de parler de ce que je fais et tout. Je préfère me planquer derrière le chat, quoi. Si je l'ai fait cet avatar, c'est pas pour rien, quoi. Mais ensuite, donc, elles m'ont dit que voilà, on pourra donc travailler ensemble. Et puis dès qu'on s'est rencontrés, je pense que voilà, je me suis sentie totalement détendue et à l'aise et en confiance. Donc voilà. Merci. Ah oui, en tout cas, c'était pareil. Je pense que c'était une conversation très détendue. Donc, pour cadrer un peu la question, on s'est rencontrés dans un bar, dans les auteurs de la Marsa, et on a discuté pendant 4-5 heures, entre café et bière, et juste après tes examens d'ailleurs, c'était un peu la libération, donc c'était très bien. Et justement, le processus a été très long parce qu'on a fait l'entretien, il y a eu la retranscription, le travail sur les textes qui a été très en profondeur parce qu'on a un petit problème, toi et moi, des gros mots, on va dire comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a groupé quand même une centaine de gros mots. Tout le sel. Tout le sel a été enlevé. On a été très décaféinés, on va dire comme ça. Et il a eu tout un travail d'édition, etc. Et puis, quand on a sorti l'ouvrage, c'était mars 2020. L'année dernière. Et on l'a présenté à Bruxelles et Corona est venu. Exactement. Peu de jours après, confinement général, etc. Donc ouais, c'était assez impressionnant, surtout de voir la différence de situation entre la foire du livre de Bruxelles et puis du jour au lendemain, tout qui ferme. Mais bon. Et même, on voit la différence entre cette présentation-là où on avait des gens, des publics, on était non masqués, pas du tout. Et puis un an, et après un peu plus d'un an, on se retrouve pour la première fois. D'ailleurs, on ne s'est pas croisés. C'est vraiment très, très étrange. Mais je apprends aussi que c'était sur le féminisme qu'on t'avait proposé. Je ne savais pas du tout que c'était sur le féminisme. L'année précédente, C'est très intéressant. Donc, pour bien travailler, j'ai quand même relu l'ouvrage. Je pense que je ne l'avais pas relu depuis la sortie. Et justement, je voulais revenir sur la question de tu te caches toujours derrière le chat. Et c'est très confortable et je trouve ça magnifique. Mais la plupart des gens qui ont relu
l'ouvrage, ils me disent toujours la même chose, c'est un plaisir de la voir elle et de voir qui est derrière cette chat, qui est Nadia Chiari, à part de son avatar, etc. Et notamment, moi, ça m'a permis aussi d'aller plus en profondeur sur tes pensées, les vécus et toutes les expériences qui ont fait que finalement le chat figure sur Facebook, etc. Donc, comment tu as trouvé cet exercice de parler de toi? À part qu'on s'est senti en confiance, mais je me rappelle à la rélecture, est-ce que ça a été dur un peu de faire ce travail? Ouais, enfin, évidemment, moi je suis pas habituée à parler de moi et puis je suis quelqu'un d'assez discret, je suis un peu sauvage, donc le fait de révéler des choses, de parler, bon, bon, j'ai dépassé le stade où j'étais gênée, je peux en parler librement, je suis juste pas habituée et puis c'est pas voilà, ce que je préfère faire, mais finalement ça m'a permis aussi de prendre du recul, même par rapport à mon travail, par rapport à ce que je faisais, de pouvoir voir les choses autrement, mais non, c'est toujours gênant. Je regarde rarement les vidéos que je fais de moi. J'ai même mal au ventre, par rien qu'à y penser des fois. Mais après, sur place, sur le moment, quand je dois faire des choses, je les fais. Quoi. Ça fait partie de mon boulot. C'est pas la partie que je préfère, quoi, le côté voilà, où je m'affiche. Ouais. Mais ouais, c'est limite douloureux, mais, mais ça va. Maintenant, j'assume complètement. Mais si je peux éviter, je l'évite. D'ailleurs, ça a été très très difficile de préparer l'interview avec toi parce qu'on ne trouve presque rien sur toi. C'est-à-dire qu'on trouve des petites traces de ton parcours, de comment Willy s'est né, ça s'est placé, mais on n'a pas vraiment le parcours, ni ta pensée, etc. Donc pour moi, c'était très difficile de la préparer, mais à la fin, ça a été très intéressant aussi de pouvoir aller plus loin que le chat, te connaître toi aussi personnellement et tes pensées qui parfois il y a ce risque qu'on fait de la caricature de la lecture qui donne les autres à tes dessins, qui peuvent un peu être détournés. On en discutera peut-être plus tard. Et bah, c'est un plaisir en tout cas de pouvoir ça. Merci. Et dans ma relecture, il y a un passage dans lequel on parle de l'évolution de la pensée, c'est-à-dire que tu vois tes dessins d'il y a quelques années que tu trouves ils sont pas terribles ou que tu es fier, etc. Est-ce que quand tu as relu l'ouvrage, tu as trouvé que tes dires ils ont bien vieilli ou tu n'es plus tout à fait d'accord avec certains passages Oui, après, il y a toujours, j'essaie toujours de me remettre en question. Et puis, ouais, comme je te l'ai déjà dit, j'ai un regard très très cruel sur ce que je fais. Disons, mon dessin préféré, c'est toujours le dessin que je suis en train de faire. Là, je m'investis complètement, je suis dedans et j'y crois, et c'est pour ça que je fais le dessin. Mais une fois qu'il est fait, il est fini. Je ne vois que les défauts, je ne vois que le manque, je ne vois que l'absence de ce que. Donc, il y a une grosse frustration. Après, il y a quelques dessins que je trouve pas mal parce que moi, mon but, en fait, c'est d'essayer de synthétiser un maximum de choses, d'intégrer aussi de l'humour. Si j'arrive à faire un dessin où il y a de l'humour, il y a un début de réflexion, ou en tout cas une sorte de déclic vers un débat, voilà. Je me dis, c'est un très bon dessin, il est réussi, mais c'est rarissime d'en faire un tous les jours. Quand même, voilà. Mais Bob Ciné, le dessinateur, disait si on arrive à en faire un par semaine, c'est déjà très très bien. Donc, bon, mais ça dépend des périodes en fait. Il y a aussi, par exemple, moi en ce moment, pour dessiner, j'ai énormément de mal à dessiner, même si je suis toujours tout à fait. Parce que un des carburants de mon inspiration, c'est l'espoir. Et en ce moment, j'en ai pas beaucoup. Et donc je me dis, à quoi bon? Vraiment, il y a ce truc, c'est parce qu'inconscient. Je suis pas conscient, je suis pas dans ce truc-là, mais il y a ce truc, ça sert à rien de toute façon de faire tout ça. Et voilà, non, je suis dans une phase un peu à l'image de ce qui se passe dans ce pays en ce moment, quoi. Donc j'ai envie de récupérer très très vite de l'espoir pour pouvoir continuer. Pourtant, les blagues ne manquent pas. Hein. Je pense que tu n'as même pas beaucoup de travail à faire parce que le parcours se m'occupe toute seule. C'est ça le problème. Et ils sont en train de te piquer un peu le travail. Mais ils me volent mon job, c'est de la concurrence déloyale. C'est dégueulasse. J'ai fort pensé à toi les jours où la dame s'est présentée au Parlement avec le casque et le pare-balles. J'ai eu une pensée, la première pensée Quel dessin je peux faire avant? Qu'est-ce que je veux faire? Rien.
Rien, rien. Face à ça, franchement, ils sont très forts. Donc, Ils sont très forts. il est impossible de caricaturer des caricatures, quoi. Ça devient une sorte de boucle, de vortex. Donc, C'est un peu ça, la Tunisie, 10 ans après la Révolution. C'est une caricature de oui, c'est politique assez générale, quoi. C'est assez affreux. Donc bon, je me dis que je vais me détourner justement de ce qui me déprime complètement, donc la politique actuellement, et essayer juste de témoigner en tant que citoyenne, tout simplement. De toute façon, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré, quoi. C'est je donne mon opinion, mon avis à travers ce médium, à travers ce petit chat. Et je reviens vers ça, quoi. Je reviens vers un témoignage, et puis peut-être, je me dis aussi, de la documentation. C'est important aussi de marquer ces choses-là, parce que, et je l'ai remarqué en faisant mon autre livre des 10 ans, en faisant le tri et en revoyant les dessins et tout, je me disais, oui, c'est important de garder en mémoire tout ça, parce qu'on a vécu tellement de choses en 10 ans qu'on n'a pas pu absorber tout ça. Donc c'est bien aussi de se remémorer ces choses-là et de se dire, voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Et tout ce qu'on a subi, c'est normal qu'on soit dans cet état aujourd'hui. 10 ans d'espoir, c'est beaucoup d'années d'espoir. Oui. Pour arriver à quoi on est toujours dans l'attente, je pense, de la politique tunisienne, etc. C'est cette attente. Et justement, je voulais revenir sur cette question de écrire un peu l'histoire via les dessins. Je viens de finir le nouveau ouvrage que tu viens de publier. D'ailleurs, tu peux le présenter après. Et on voit que dans tes dessins, on se rappelle des choses qu'on a en tête. Je me rappelle, j'étais en thèse entre 2013 et 2018, et des moments très très clés historiques, tu as fait un dessin. Et du coup, on peut parcourir l'histoire de la Tunisie et de la transition. Avant, je sais pas, mais il faudrait qu'un jour tu publies qu'est-ce que tu avais fait avant la transition, ça serait intéressant aussi. Les dessins avant 2011 ? Ah, j'en ai des tonnes, oui. C'est peut-être une façon de montrer comment on dessine avant, pendant la dictature, et puis comment on dessine pendant la révolution. Bonne idée. Donc, du coup, est-ce que c'est pas un poids à porter aussi d'avoir des suivre cette politique tout le temps, et finalement tu deviens un exemple aussi du citoyen tunisien qui vit dans la galère de voir qu'est-ce qui arrive dans le pays, quoi. Ouais, bon, ça fait que 10 ans, c'est pas beaucoup, 10 ans en même temps, mais c'est beaucoup de dessins, moi, je m'intéresse, évidemment, moi ça me passionne, ce qui se passe. Ça reste passionnant, même si des fois c'est pitoyable, mais ça reste passionnant quand même, de voir cette transition, de l'observer et puis d'essayer d'analyser. Mais effectivement, le souci aussi, c'est que l'histoire, elle se répète, même dans ce petit laps de temps, il y a une répétition de la même chose. C'est difficile de dessiner des choses différentes sur un même sujet, quoi. Au bout d'un moment aussi, je me dis, mais il faudrait qu'il se renouvelle aussi. Aidez-moi. Donc bon, oui, c'est pas évident, du tout, mais en même temps, il y a énormément de sujets, il y a énormément de matière, il y a plein de choses à dire, et en même temps quoi dire, et il y a aussi le souci de, de l'information. Actuellement, depuis quelques mois, l'information, c'est difficile de trouver de l'information valable, de qualité, parce que c'est facile de voir des buzz et des polémiques et des machins, et on ressasse les mêmes trucs, et sur des petites histoires qui n'ont absolument aucun intérêt, c'est juste pour faire le buzz. Donc trouver de l'information de qualité, au-delà justement de tous ces buzz, au-delà aussi du journalisme d'opinion. On a plein de chroniqueurs qui donnent leur avis, c'est bien joli, mais ça m'intéresse pas particulièrement, c'est intéressant, d'accord, mais bon, ça ne me mène pas. Donc le journalisme d'investigation, j'ai besoin de ça, et surtout j'ai besoin d'une information, une vraie information. On est l'intox, les fake news sont, mais il y en a partout, et donc c'est très difficile aussi de pouvoir dessiner sur un sujet, parce que je suis obligée à chaque fois de vérifier si l'information est juste, de sourcer l'information, de vérifier est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Et on a un gros souci au niveau de l'information là depuis quelques mois. Depuis la crise sanitaire, c'est assez gênant. Et je vois d'ailleurs plein de bureaux de fact-checking naître un peu partout, dans toutes les agences de presse, dans tous les journaux, parce qu'on est dans cette période où trouver l'information est devenu compliqué, surtout quand on ne fait pas partie d'un journal. Moi, je suis hors circuit, donc ouais. Il y a deux choses.
on en avait déjà discuté sur le problème qu'il y a en Tunisie par rapport aux médias et l'accès à l'information institutionnelle. Si on voit la crédibilité de ce que les institutions nous donnent comme information, etc., notamment dans mon travail actuellement, il y a eu l'assassinat de cette dame au KEF, et les associations, on a demandé au ministère de dire combien de femmes ils ont été assassinées en Tunisie cette année. Ils ne nous donnent pas les informations. Ils ne l'ont pas, ils ne veulent pas la donner. On sait qu'on les a parce que le ministère de la Justice, au moins, il y a une trace. Mais cet accès à l'information d'État qui devrait être fiable, etc., est très, très, très difficile. Et puis, toutes les fake news qu'il y a eu autour du corona, l'ail, toute cette histoire de curcuma, et tout. Donc, c'est très, très difficile. Et après, en fait, ton métier, il s'est modifié un peu parce que tu deviens un peu un journaliste. Tu fais ce que le journaliste fait à la fin. Ouais, mais oui, ça fait partie du boulot. De toute manière, moi, à chaque fois que je dessine, j'ai l'occasion de dessiner pour des journaux étrangers et tout, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la Tunisie, donc que je ne maîtrise pas. Donc là, je vais aller m'informer, lire, aller voir, que ce soit des articles, mais aussi dans des bouquins, comprendre. Et aussi contacter des dessinatrices ou dessinateurs de presse locaux du pays en question, parce qu'eux se tiennent au courant aussi beaucoup d'infos. Donc et grâce au réseau de Cartooning for Peace, l'association à laquelle j'appartiens, il y a plus de 200 dessinateurs à travers le monde et c'est super de pouvoir les contacter, leur demander alors comment ça se passe réellement. J'ai un collègue en Centrafrique, Burkina Faso, le dessinateur Glé, là je suis en contact avec lui parce que de l'intérieur c'est mieux et surtout de la part de quelqu'un qui est un dessinateur de presse, l'information je sais qu'elle va être avérée et de qualité et critique. Donc ça aide beaucoup d'avoir ces contacts. Mais oui, non, je rêve d'avoir de l'information de qualité tous les jours, de pouvoir faire ma revue de presse et de pouvoir lire des choses et de pouvoir vraiment m'informer pour pouvoir faire et ne pas être à l'affût des vidéos, des machins et tout sur Internet. J'ai pas le temps, moi, de rester sur les réseaux sociaux tout le temps. Parce que en plus, c'est déprimant aussi, les réseaux sociaux. Depuis la crise sanitaire, les gens sont plutôt tendus et assez agressifs et donc c'est assez... c'est assez bizarre, c'est assez gênant même. Justement, travailler un peu pour l'international, ça te permet de faire un boucher d'air qui n'est pas les camps. Bon, en même temps, l'actualité ailleurs, c'est pas mieux. Hein. Bon, moi, je garde ton espoir en otage, apparemment. Non, malheureusement, c'est vrai que je me tiens au courant de tout ce qui se passe un peu partout. Et bon, on va pas dessiner on dessine toujours sur des événements graves ou importants. Et, donc, non, c'est pas joli, on va dire. Il faut des vacances, j'ai besoin de vacances. Je pense qu'on est tous dans cette besoin. On a besoin des vacances générales du corona. Déjà, prendre des vacances du corona, ça serait pas mal. Espérons que les vaccinations apportent quelque chose qui nous permet de vivre autrement et gagner un peu de cet espoir. Moi, je compte surtout sur l'intelligence. Compte autant Bon, malheureusement, c'est vrai que c'est pas évident de voir autant d'indifférence et d'égoïsme de la part des gens, c'est d'individualisme. Mais bon, je reste quand même confiante en l'humain. Moi, je confie plus au vaccin. C'est des points de vue différents apparemment. Et justement, dans les livres, on parlait beaucoup que tu analysais l'actualité avec humour pour supporter aussi. Et je me rappelle quand les premiers dessins que tu faisais un peu entre balles et entre balles perdues dans ton quartier, etc., c'était une façon de supporter. Est-ce que cette façon de voir le dessin est restée là quand même, en disant je fais un dessin pour mieux avaler, pour le dire comme ça? Ah oui, moi c'est vraiment... mais c'est même sans dessiner, j'ai l'habitude de rire, même quand il se passe quelque chose de... de grave, je vais pas en rire ouvertement devant tout le monde, je sais que ça peut choquer. Je ris intérieurement, mais c'est nerveux, c'est un rire nerveux. Les larmes, les rires, c'est une expression, une émotion, c'est assez proche, quoi. Et donc, non, je rigole, mais moi, je veux dire, il y a des situations, là, c'est pas une situation dramatique dont je vais parler, mais c'est des situations qu'on vit tous les jours, moi, en tant que Tunisien, et on arrive au point où on les vit depuis tellement longtemps. Par exemple, je vais à la municipalité pour un extrait de naissance. Bonjour. Dans la salle. Et j'arrive à l'entrée, alors bien sûr, coronavirus, distanciation,
réception, on est à l'extérieur, je fais la queue, j'attends, j'arrive enfin mon tour, je demande extrait de naissance, il me fait ah non, non, il n'y a pas de réseau. Donc, voilà, il n'y a pas de réseau, tu reviens dans une demi-heure. Donc je pars et tout, je me marre parce que normal, hein, ça ne pourrait pas se passer normalement, tranquillement. Je reviens une demi-heure après, je fais la queue, et là, ben, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Alors que c'était très important comme papier, il me le fallait absolument, c'était urgent. Mais j'ai explosé de rire, quoi. J'ai rigolé toute la route vers l'autre municipalité. Je l'ai faite en me marrant, en me disant, bon, ben, vaut mieux en rire, parce que j'ai l'impression d'être dans un film comique en permanence, quoi. Même si je rêverais que ça s'améliore, malheureusement, c'est pas prêt de s'améliorer cette situation. Mais je pense que c'est un envie partagée pour tous ceux qui ont vu au Tunisie. Je préfère ça plutôt que m'énerver et m'embrouiller avec les gens, être agressive. Je fais passer cette énergie négative par le rire. Parce que voilà, ça permet, oui, de supporter l'insupportable. Et ça permet aussi de militer. Moi, quand on a parlé la première fois, je me disais, il y a 3 choses qui passaient. Pour supporter, pour y croire. On a vu que tu crois beaucoup moins. Ouais. Ouais. Et pour militer. Et finalement, c'est un peu le rôle des sénatrices en Tunisie, en tout cas dans les contextes. Est-ce que tu gardes cet espoir de que les dessins un peu influencés peuvent faire quelque chose? Non, non, même si c'est une toute petite graine, un tout petit... Non, moi je le vois. En fait, j'ai énormément de chance parce que j'ai pas mal de collègues dessinateurs et dessinatrices qui se font quand même beaucoup attaquer sur les réseaux, etc. Et tout. Moi, bon, ça m'arrive, mais bon, je m'en fous, complètement. Par contre, je reçois presque tous les jours des messages dans la messagerie privée de gens qui apprécient mon travail ou mes dessins, ou qui m'envoient même des photos d'un dessin dans un livre en me disant merci, on ne parle pas de ce sujet, c'est important. Des messages super gentils de tout petits gamins de 8-9 ans qui m'écrivent. Enfin, j'ai une chance inouïe, je reçois beaucoup, beaucoup d'amour, donc ça, je trouve ça génial. Ça, heureusement que ça existe, et c'est pour ça que je continue aussi, parce qu'il y a un vrai partage avec les gens, il y a un échange, donc ils me prodiguent aussi de bonnes ondes et m'encouragent, et ça c'est important pour moi pour continuer, parce que sinon, quel est l'intérêt aussi? Donc quand je vois surtout des enfants, des jeunes s'intéresser à mes dessins et les comprendre et vouloir en discuter, pour moi c'est gagné, c'est là aussi de militer, pour moi c'est ça aussi. Je me rappelle au début, tu disais qu'une des choses qui t'a fait continuer à faire Willis tout au début, c'était que les gens te faisaient rire avec leurs commentaires. Ah oui, c'est. Et encore aujourd'hui, il y a je publie des dessins, les gens commentent et il y a certains commentaires qui sont incroyables, même mieux que le dessin lui-même. Et donc j'adore. Et ce qui est génial, c'est de sentir que les gens vivent les mêmes choses que moi et on ressent les mêmes choses d'une manière assez similaire et donc je me sens moins seule. Oui, de la galère, moins sur de la galère. Et justement, je n'ai discuté il n'y a pas longtemps sur la liberté d'expression. On faisait passer des dessins d'étoiles sur France 24 et certains de tes dessins sont choquants. C'est-à-dire, on va les mettre choquants pour la politique tunisienne, etc. etc. Et on s'est demandé comment il n'y a pas une censure établie en Tunisie, mais on sait bien comment fonctionne l'autocensure, le fait de je vais m'autocensurer par le risque de me faire attaquer, que ce soit en ligne, que ce soit parce que maintenant on n'a plus les dangers salafistes qui débarquent chez toi, ils essayent de brûler ou de faire quelque chose, mais on a quand même cette risque de bullying sur les réseaux sociaux qui subissent beaucoup de... Et je disais à la dame, je dis, il y a quelque chose qui marche souvent en Tunisie, c'est que les personnes très connues à l'international sont un peu protégées. Et c'est bien heureusement parce que ça vous permet de faire le travail, mais c'est aussi injuste pour les autres, pour les petits caricaturistes qui sortent et qu'ils font une petite blague sur les réseaux sociaux et ils sont, bon, on vient d'avoir avec l'exemple de blogueur qui est parti qui va être jugé par le pénal, par le militaire. C'est quoi les Slim, bon, il a attaqué à quelqu'un et au président. Il a dit une blague sur le président. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. Et il va passer sur un jugement militaire. Tribunal militaire. Tribunal militaire. Wow. Ça, en Tunisie, il y a 2 semaines. D'accord. Okay. On en est là. C'est-à-dire que la liberté d'expression, on a vu l'évolution, bien évidemment, on n'est pas face au salafisme, face aux islamistes qui attaquent frontalement, mais ça se passe d'une autre façon. Depuis 2 ans, notamment avec la loi pour la protection des militaires, la protection.
on a vu la chute. Est-ce que toi, tu la sens en tant que dessinatrice ou tu es un peu plus Non, moi, concernée? comme tu l'as dit, moi, c'est vrai que le fait d'avoir, déjà d'être connu, d'être médiatisé, bon, après, c'est à double tranchant, hein, ça attire beaucoup de fou-furus, le fait d'être médiatisé, mais en même temps, c'est une protection parce que si il arrive quoi que ce soit, je sais qu'il y aura une mobilisation, non seulement de la part de mes collègues, dessinatrices et dessinateurs, mais aussi d'autres artistes et des gens. Donc, je sais que, voilà, il y aura du monde. Et c'est vrai que c'est, c'est un avantage et c'est malheureux pour ceux qui ne sont pas connus, justement, parce que c'est sur eux que ça tombe. Quand il y a des problèmes, c'est sûr que si on veut me poser problème, si le pouvoir en place veut me faire des soucis, ils savent très bien que pour eux, je suis un symbole. Moi, je ne me considère pas comme un symbole de quoi que ce soit, mais pour eux, voilà, ils savent que ça serait attaquer quelque chose qui va déranger pas mal de monde, quoi. Et donc, ils le font pas, mais ils le feront le jour où ils voudront, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, je sais très bien que l'instrumentalisation, justement, d'une image ou d'un symbole, c'est très, très facile. Et c'est détourner l'attention de l'opinion publique des vrais problèmes sur voilà, le bouc émissaire idéal, l'artiste, le dessinateur, la femme, comme d'hab. Donc voilà, pas voilé, blablabla. Mais c'est important aussi que, voilà, quand il se passe des... Alors tu vois, par exemple, cette histoire du blogueur, ça c'est presque passé sous silence dans les médias, on n'a presque pas parlé, à part dans les milieux militants, etc. Mais ça n'a pas fait non plus la une, alors que normalement, ça devrait être le cas. Un simple citoyen qui fait une blague sur un réseau, quelle qu'elle soit la blague, quelle qu'elle soit. Il n'était pas si grave que ça. Ouais, voilà. Moi, ça fait bien pire, j'ai envie de dire. Et donc non, passer devant un tribunal militaire en tant que civil, et surtout pour un post sur Facebook, ça me rappelle, ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Donc, d'ailleurs, on en a eu dans l'histoire de la transition tunisienne, on a chaque année 2 ou 3 très connus qui se font incarcérer, qui se font pour des raisons de liberté d'expression, ou on utilise des autres moyens, que ce soit la consommation de drogue, que ce soit l'homosexualité, que ce soit, etc. Non, c'est jamais ouvertement la liberté d'expression où le truc qui est attaqué. C'est, comme tu dis, on va utiliser tout l'arsenal de lois qui existe depuis très longtemps et qui sont utilisées. Voilà, l'atteinte aux bonnes mœurs aussi, l'incitation à la débauche, l'amour public, ça aussi, c'est fourre-tout. Vas-y, le trouble à l'ordre public, fourre-tout. Donc, non, ils se servent de ces lois, elles sont là. Donc, autant les utiliser, forcément. Et les codes pénals, en ce qui concerne la liberté d'expression, n'a pas tellement changé depuis la Révolution, malheureusement. Et la non-définition des concepts comme la liberté d'expression en tant que telle, parce qu'on la trouve dans la Constitution tunisienne, mais finalement, l'application, il n'y a aucun décret pour l'appliquer. On continue à travailler avec les anciens décrets qui datent de l'époque de Ben Ali, même si on a enlevé les grosses institutions de la censure, etc. Mais ça reste quand même une cadre légale très liberticide et qui est utilisée à n'importe quel moment contre les citoyens qui prennent les droits de s'exprimer librement. Et qui sont soutenus aussi par quand même une grande partie de la population qui est extrêmement voilà, conservatrice aussi et qui est pour justement le fait de vouloir fermer les gueules à tout le monde. Et je pense que ce processus de la protection via la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très répandu dans la société civile tunisienne. Je le vois beaucoup avec les personnes LGBT, par exemple, dernièrement, depuis le début de l'année. Et beaucoup de personnes LGBT, ils ont pris les rues, ils ont allé dans des manifestations. Malheureusement, ils se font tabasser, ils se font arrêter, en utilisant évidemment l'article 230 qui interdit l'homosexualité. Et heureusement, il commence à avoir aussi un soutien de la société civile qui n'est pas toujours partagé par la population, mais qui permet de sortir ces personnes de la prison, ou sortir de ne pas se faire emprisonner, ne pas être suivi, être protégé un peu. Donc c'est quand même une technique très tunisienne pour le dire comme ça. C'est gravissime qu'après une révolution, après 10 ans, en 2021 en Tunisie, il y a encore une loi qui criminalise l'homosexualité. Alors que dans notre constitution, les Tunisiennes et les Tunisiens sont tous égaux en droit de vote, sans discrimination aucune. Donc c'est anticonstitutionnel cette loi, il faudrait qu'elle sorte. Toute la loi tunisienne. Toutes les lois, il faut qu'elles sortent. Allez, on pourrait pas sauter la moitié des lois tunisiennes. On rase gratis, allez. Bon, il y a un problème beaucoup plus grave. Non seulement le code pénal n'a jamais été adapté à ce qu'il n'y a pas eu de réforme du code pénal ni rien, et même la création de nouvelles lois, par exemple la loi contre la violence faite aux femmes,
il ne prévoit pas toute l'architecture légale des décrets, etc., pour la mettre en marche, même pas le budget. On le sait bien que c'est très très difficile de faire des choses si tu n'as pas un arsenal judiciaire qui te permet d'appuyer ton. C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter facilement contre la violence faite aux femmes, qu'on se trouve dans ces situations, quoi. Voilà, moi, je me rappelle très bien à l'époque justement de ces lois parce qu'on avait fait une campagne de sensibilisation avec l'AFTURB, avec des dessins, avec mes collègues dessinateurs. Il y avait Z qui participait, Taufiq Ramadan, il y avait Blog. Donc on a fait des séries de dessins pour parler des différentes lois et pour pouvoir les diffuser pour que les gens soient au courant, parce qu'au niveau médiatique, il y a eu 0 article autour de ces lois. Rien quand les lois sont sorties. Donc même aujourd'hui, quand on cherche de l'info, justement contre donc cette série de lois contre les violences faites aux femmes et contre les enfants aussi, ça inclut aussi les enfants. Donc si on ne médiatise pas, si les citoyennes ne sont pas au courant de leurs droits, si elles ne le savent pas, forcément, on ne peut pas se défendre. Mais en même temps, ces séries de lois, même si elles sont très bien, la base, elle est très bien, elle est encore bien sûr ajoutée et tout, malheureusement, comme tu dis, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de volonté de formation des personnels de police aussi, l'accueil de la police des victimes, c'est à chaque fois affreux, c'est affreux. Donc là, il y a un boulot à ce niveau-là, mais aussi il y a un boulot pour que les femmes connaissent ces droits. Et puis les associations, il leur faut beaucoup d'argent pour pouvoir faire les procès, pour pouvoir porter plainte, parce que c'est ça aussi le nœud du problème, c'est l'argent. On ne peut pas se payer des procès, on ne peut pas se permettre, je veux dire, là à la télé, toutes les publicités, tous les discours des politiques qui sont détestables, misogynes, ça passe alors que c'est hors la loi, c'est contre cette loi-là. Donc pour le moment, ça reste une loi vitrine, quoi, pour faire joli la Tunisie, les droits des femmes, blablabla, on connaît, quoi. On connaît le truc. Actuellement, je travaille à Haïti, donc c'est une association féministe, etc. Et on a eu cette discussion il y a très peu longtemps du manque de connaissance de la loi, et on a toute une équipe de légalistes qui suivent les femmes, etc. Et une grosse partie du budget s'utilise pour l'hébergement et pour la défense, parce que finalement, c'est ça qui est remis en cause. On est en train de faire une étude d'ailleurs de comment donner la priorité à ces femmes pour avoir accès aux services qui seraient le normal pour des personnes en danger. Et la formation est intermittente et fait n'importe comment, etc. Et c'est très difficile à mettre en place, mais il commence à avoir une petite volonté, en tout cas de la part de l'Observatoire, de la part des associations, etc., qu'on travaille depuis quelques années sur ces questions. Mais voilà. Il y a encore du travail. Ça reste une vitrine. Et cette loi a été faite parce qu'il y a une pression européenne, on le sait tous, et c'était très joli de l'avoir noir sur blanc, mais maintenant il faut militer vraiment pour que ça passe à l'action, pour qu'on puisse l'utiliser dans le quotidien des femmes, etc. D'ailleurs, parlons des femmes. Une question qu'on a beaucoup abordée dans l'ouvrage, c'est la question du genre. Et le fait que tu sois une femme dans un milieu très, très masculinisé, je parle même pas de la Tunisie, c'est toi et qui d'autre. On est deux, il y a Blog, Mediapart et moi. Dans le dessin de presse. Dans le dessin de presse. Et même en Europe, même en Amérique latine, aux États-Unis, c'est un peu le même constat partout. Et comment tu vis ça? Est-ce que ça a évolué? Alors, ça évolue, heureusement. D'ailleurs, depuis les 10 ans où je fais partie du métier, j'ai vu beaucoup de jeunes femmes émerger un peu partout. J'ai rencontré des dessinatrices. J'ai rencontré une dessinatrice éthiopienne qui est géniale, qui s'appelle Yemi. J'ai rencontré une dessinatrice soudanaise qui s'appelle Rane Setir. J'ai rencontré après beaucoup de dessinatrices françaises parce que il y a 3 ans, Catherine Ciné, qui est la rédactrice en chef du journal Ciné mensuel, pour lequel je travaille depuis octobre 2011, a voulu créer un journal féministe, mais féminin essentiellement, qui s'appelait Ciné Madame, et c'était un peu une sorte de Figaro Madame, mais satirique, quoi. Donc, et j'ai pu rencontrer, grâce à ce journal, beaucoup de jeunes dessinatrices, dont Marie Morel, qui est géniale, qui a publié plusieurs dessins dans le Journal du Monde d'ailleurs récemment, et d'autres jeunes dessinatrices. Donc il y en a de plus en plus, ça prend doucement, mais c'est effectivement essentiellement masculin comme métier, et j'espère que ça sera plus le cas. Voilà, c'est le début, on est encore un peu au début, et elles ont énormément de talent, donc il n'y a pas de raison qu'elles ne travaillent pas.
Ça finit, Ah oui, ça oui, finira ça va. par percer, Oui, oui, finalement. ça va venir, ça va venir. Ça me fait toujours rire l'histoire que tu racontes souvent quand Willis from Tunis est né. On ne savait pas qui était derrière. Évidemment, c'était les débuts de la transition. Il y avait un peu peur, etc. de tout ça. Et la plupart des gens ils disaient que c'était un homme, tout simplement. C'était une évidence tombée du ciel que c'était un homme qui était derrière Willis. Non, mais déjà par rapport à Ciné Madame, à l'époque, quand on a fait le journal, beaucoup de dessinateurs hommes ont gueulé en disant oui, c'est pas normal, faire un journal genré, il n'y a pas d'hommes, et ils ont fait leur petite polémique sur les réseaux. Et moi, je me dis, ça fait 10 ans que je travaille pour Ciné Mensuel, je suis la seule dessinatrice femme, ça n'a jamais gêné personne, hein. Jamais. Il n'y en a pas un qui a gueulé pour dire pourquoi il n'y a pas plus de femmes. Et là, d'un seul coup, vous vous énervez. C'était assez pitoyable. Et au début, oui, effectivement, comme j'étais anonyme, quand j'ai commencé à publier mes dessins, automatiquement, les gens, vu que le dessin est une presse, et inconsciemment, les gens pensent que c'est masculin, et puis cet humour aussi un peu grossier, machin, typiquement, dans la tête des gens, c'est masculin. Et donc, on m'a pris pour un homme très très longtemps, et j'ai reçu plein de messages très rigolos de la part de garçons qui voulaient m'inviter à leur soirée, qui m'offraient un pack de bière parce qu'ils savaient que j'allais être marrant et tout. Voilà. Et puis de jeunes femmes aussi qui me draguaient gentiment et que je connaissais en plus de bière. Donc je me suis bien marrée. Je leur disais, mais tu me connais, mais qui es-tu? Donc bon. Et puis je me suis fait traiter de macho, de phallocrate, de machin, voilà, bien sûr, évidemment, parce que je suis un homme. Évidemment. Donc c'était, oui, moi j'ai trouvé ça rigolo, et puis, mais quand j'ai révélé mon identité et tout, j'ai un accueil génial hein, de la part de tout le monde, donc il n'y a pas eu de déception, peut-être ils ne me l'ont pas montré, mais en tout cas, ça va. Bon, sauf ceux qui disaient que les dessins et les blagues, c'était ton mari qui les racontait. Ah oui, oui, c'est vrai ça, oui, oui, j'ai eu plusieurs, oui, mais même dans le milieu du dessin, hein, des jeunes tunisiens ici qui me disaient... mais comment tu trouves tes idées? C'est qui? Les dessins, machin. Et comme mon mari a beaucoup le dessin presse, machin, il disait, moi, c'est lui qui trouve les idées. Et c'est toi, tu fais le dessin. Il n'arrivait pas à intégrer le fait que je puisse être capable de faire un dessin toute seule. C'est dingue, quoi. Mais bon, moi, je fais avec, hein, je trace ma route, et puis j'écoute plus maintenant. Mais c'est bien, on doit en rigoler. Ah oui, j'en rigole, ça c'est sûr. C'est de la narration pure et dure. C'est eux-mêmes qui se montrent la connerie. Voilà. La connerie humaine, elle est bien montrée. Puis, il y a cette côté de genre que j'avais beaucoup apprécié de parler avec toi, c'est le fait d'être une femme, je me trompe, une arabe, caricaturiste, qui a tous ses aspects positifs, etc. Mais qui peut être utilisée comme lance contre toi et contre les femmes de ton pays, quoi. Et c'est pas facile à vivre tous les jours, Ah non, moi j'essaie justement d'éviter d'avoir ces étiquettes-là, parce que je sais que de toute manière, même quoi que je fasse, je les aurai. Et puis surtout chez les journalistes, quoi, dans les médias, etc., ils ont besoin d'avoir, voilà, femme, arabe, indépendante, révolution, machin, et plein d'étiquettes de machin collées là. Ça leur plaît, ils adorent, c'est facile, allez, on la met là. On va parler de la Tunisie, allez hop. Moi j'évite tout ça, hein, parce que de toute façon, moi je leur dis, moi je fais pas de politique, je suis pas sociologue, je suis pas historienne, je suis pas. Moi je fais des dessins de presse et invitez-moi pour ça. Je suis pas là pour être le porte-voix de quoi que ce soit. Je dessine et voilà mes dessins, mon opinion elle est déjà là. Arrêtez, laissez-moi tranquille. Et surtout, pourquoi ça m'a déclenché ça, c'est parce que la maladresse avec laquelle aussi on me demande ces choses-là, on me dit oui, alors on a un plateau, on a une conférence, et il nous faut une femme. Et si elle est arabe en plus, bah, mais on fait appel à moi parce que je suis une femme, pas parce que je suis une dessinatrice de presse. C'est super gênant. Et puis moi, quand je reçois ça, justement, je leur dis, mais remplacez le mot femme par noir, juif, machin, il nous faut un juif. On n'en a pas. Mais je pense qu'il faut un noir. On n'en a pas. Il faut du blanc cause, du machin. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est une réalité aussi. Et je trouve ça très très gênant parce que j'ai pas envie d'être enfermée dans justement toutes ces étiquettes-là et j'essaie de m'en détacher un maximum. Parce que moi je considère que je ne représente personne, à part moi-même. Oui. Et oui, c'est voilà, le yaourt, c'est tout. Parce que ça porte parole. Voilà, je suis le prophète de Willis. Mais justement, je ne pense pas que tu sois un porte-parole des femmes, etc., tunisiennes, avec toutes les distances, mais c'est quand même une des premières fois qu'on voit la parole des femmes et
la pensée des femmes, avec notre éducation, avec tout notre bagage en tant que femme qui est représenté quand même dans les dessins. C'est très intéressant aussi. Bah, de toute façon, je ne peux pas faire autrement parce qu'on est sans cesse insulté, on est sans cesse agressé, on est sans cesse malmené. Et là, je parle uniquement du Parlement. Mais non, si je peux élargir à toute la classe politique, je suis désolée, ça ne va pas du tout. On a quand même des partis politiques qui sont ouvertement misogynes et sexistes et qui l'arborent avec fierté. Donc, tout est basé sur leur virilité. Je trouve ça, enfin, c'est minable, quoi. Et donc ça, c'est gênant parce que je me sens vraiment tous les jours insultée en tant que femme. Et puis, sur les réseaux sociaux, quand on voit aussi, quand il se passe des choses assez dramatiques pour certaines femmes qui sont agressées, etc., quand on voit les commentaires des gens, et quand on voit les commentaires des femmes aussi, qui sont des fois beaucoup plus virulentes que certains hommes, au niveau du machisme, ça me désole aussi. Donc les femmes, elles sont vraiment... C'est très difficile pour les femmes en ce moment. Et moi, en tant que femme, je ne peux pas. Enfin, je m'identifie automatiquement. Quoi. Je ne peux pas voir la détresse chez qui que ce soit. Mais quand c'est une femme, ça me touche beaucoup plus. Et ça me... Donc, oui, ça me révolte et j'ai envie de m'exprimer et puis de dire les choses et j'ai envie que ça s'arrête. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de paroles politiques féminines en Tunisie. Vous allez regarder la télé, quand on appelle des experts. Généralement, la parole féminine est réduite à des questions féminines. C'est-à-dire que quand on va parler de violences faites aux femmes, etc., on va mener une femme, même deux, si on ose vraiment aller trop loin de faire tout un plateau de femmes. Je n'ai pas vu encore. Hein. Il faut toujours, au moins, le présentateur est un homme pour calmer la chose. Mais justement, on voit que les médias tunisiens sont très, très, très masculinisés et que même pour faire parler les femmes d'autres choses qui ne soient pas les femmes elles-mêmes, on est mal. Pas par rapport à la comparaison en Europe, c'est pas dans ces cadres-là, c'est un peu partout et malheureusement en Tunisie aussi. Oui, dans les médias, on n'en parle même pas. Effectivement, déjà les stéréotypes qui sont véhiculés sans arrêt dans la publicité de partout, mais aussi effectivement dans les plateaux télé où les femmes, oui. Ou alors c'est d'essayer des chroniqueuses qui ont un pois chiche dans la tête et qui sont là et qui ne représentent absolument pas. Tous ces Instagrammeuses et tous ces trucs qui sont très très médiatisés, très exposés et tout. Ça me désole beaucoup parce que leur discours, il est super réactionnaire. Hein. Moi, je constate en Tunisie que de plus en plus, les jeunes sont en train de se détourner de Facebook, qui est très très contrôlé par les flics, soyons clairs. Si tu postes quelque chose sur Facebook, soit il va être effacé s'il s'agit de mobilisation, etc., soit tu vas être condamné s'il s'agit des attaques ou des blagues, etc., etc. Et de plus en plus des gens passent par des nouveaux, qui ne sont pas des nouveaux, mais des réseaux sociaux des jeunes qu'on appelle, notamment TikTok. Je vois passer beaucoup de Tunisiens, de plus en plus de Tunisiens, avec des autres images aussi de la Tunisie qu'on ne voit pas sur Facebook, beaucoup d'humoristes en herbe, comme on les dirait ailleurs. Et c'est très intéressant de comment ça évolue, peut-être parfois grâce à des nouveaux outils. Parce que la vidéo, finalement, en Tunisie, je n'ai pas vu beaucoup de gens qui fassent de la vidéo rigolote sur Facebook. De plus en plus, mais ouais c'est vrai. Mais bon, s'échapper d'un réseau social qui est hyper fliqué comme Facebook et aller sur TikTok qui est quand même chinois, je sais pas, c'est la logique, je la comprends pas. Mais bon, pourquoi pas Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais c'est surtout les constats que je fais par rapport aux mobilisations. Les dernières mobilisations, toutes les agressions, ils ont disparu par hasard sur Facebook, alors que sur TikTok, c'était beaucoup plus accessible. On pouvait voir les agressions, etc. Donc c'est quand même un peu choquant de voir un peu faire comme on faisait avant la dictature. Oui, mais moi je le sens, hein. J'ai l'impression qu'il y a un air de 1989. Quoi. Voilà. C'est un peu le mur qui tombe sur toi finalement. Par rapport, je voulais revenir sur la question de la liberté d'expression et notamment sur l'autocensure par rapport à ça. Est-ce que en sentant cette pression, tu t'es senti à un moment donné dire là je peux pas, là je veux pas y aller? Alors moi en fait c'est quand il y a des morts,
quand il y a voilà, un événement tragique où il y a des gens qui meurent, j'ai du mal à dessiner. Vraiment, qu'est-ce que je peux dire quoi, par rapport à ça? Je me sens pas du tout à l'aise pour plaisanter avec ça ou tourner ça en dérision. Et puis je me dis quel est le message que je peux envoyer. Enfin, donc ça me bloque beaucoup. Et puis je suis assez sensible, donc j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à commenter quand il y a quelqu'un ou des gens qui meurent, quand il y a des attentats ou quand il y a des migrants en mer par centaines qui meurent. Que dire que tu vois, voilà. Mais sinon aussi, c'est quand les gens sont, tu vois, par exemple, dernièrement, par rapport à ce qui s'est passé en Palestine, les gens étaient super à fond sur les réseaux, ça parlait que de Palestine, etc. Moi, j'ai fait un dessin, mais je l'ai envoyé à un dessinateur de presse palestinien qui était sur place et qui devait faire exposer sur un mur justement plein de dessins. C'est une manière pour lui de s'exprimer. Il ne pouvait pas se battre contre ce machin. Et donc, je me dis, voilà, moi, mon moyen de participer, c'est ça. Mais en même temps, le dessin, je ne l'ai pas publié sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, il va pas, soit il ne sera pas compris, soit il va être mal interprété. Puis les gens sont tellement agressifs, la moindre chose peut les. Donc, je me suis dit, puis, quel est l'intérêt, quoi? Je n'ai pas besoin de clics dans ces moments-là. Je m'en fous, quoi, qu'on clique ou pas, ou qu'on regarde mes dessins, c'est pas mon problème. Donc j'ai préféré être plus utile entre guillemets en envoyant un dessin en privé à ce dessinateur pour qu'il l'imprime et qu'il l'affiche sur le mur, et voilà, pour exprimer ma solidarité réelle, quoi, voilà, mais sans pour autant frimer avec, quoi. C'est ça aussi. Je l'ai ressenti comme ça. Ouais. J'avais du mal. Et sinon, l'autocensure, c'est vraiment, voilà, c'est une question de timing en fait, c'est une question de moment. Quand les gens sont blessés, quand ils sont pas bien, etc., tu viens pas et tu lui fais gli, tu vois, tu vas pas le chatouiller comme ça, je sais pas, je me sens gênée quoi, dans les moments où les gens sont pas bien de le faire. Donc j'attends un petit moment, j'attends 2-3 jours, des fois une semaine, et là je publie mon dessin. Puis voilà, pas besoin de publier sur le moment. Et presse, oui. Par rapport à la situation actuelle, par rapport à cet étau qui se resserre de plus en plus, non, pas du tout. Alors là, au contraire, j'ai envie de dire les choses. Et d'ailleurs, je vise le pouvoir. Hein. Là, en ce moment, dans mes dessins, c'est uniquement le pouvoir que je vise parce que c'est eux les responsables de la situation dans laquelle on est. Et donc, c'est eux que je vise. Et puis, je ne me pose même pas la question d'être censuré ou d'avoir des problèmes avec la justice, etc. Parce que je me dis, non, moi, je fais ce que j'ai à faire, quoi. Je ne me pose pas la question, il n'y a pas de calcul derrière. Je le fais parce que je ressens le besoin de le faire. Et si j'ai des soucis, ben, j'aurai des soucis. Voilà. Il y a aussi la question de la récupération. Je me rappelle que tu me parlais que tu as été récupérée par l'extrême droite française. Oh, ça, je suis en procès d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, mais je ne veux pas en parler justement parce que voilà, j'ai pas envie de. Mais j'ai eu un de mes dessins qui a été récupéré par un groupuscule d'extrême droite. En gros, un groupe d'extrême droite qui ont leur dessin, le dessin leur a plu, ça m'a beaucoup vexé déjà. Je vais faire rire les cons, putain. Ça m'a dégoûté. Et puis, moi, je suis en procès. Mais c'est bien. Ah oui, mais je vais pas les lâcher. Hein. Il faut pas. Il faut pas. Mais c'est dur être, comme tu disais, c'est dur d'être aimé par les cons. Voilà. C'est une des phrases que j'adore le plus. C'est dur d'être aimé par les cons. Et on n'a pas été censuré. C'est là, on a su la garder, c'était bien. Mais oui, c'est justement, il y a un contexte qui compte beaucoup, comme tes dessins, par exemple, un dessin très critique par rapport à la fermeture d'esprit de la Tunisie, du peuple tunisien, peut facilement être récupéré par des personnes en Occident qui ne visent que attaquer le Moyen-Orient et ils te prennent comme arme. Exactement. Ouais. Et là, juste, c'est pas la première fois, ça m'était déjà arrivé. Là, sur le dessin en question, c'est un dessin assez général, un peu anarchiste, un peu anti-pouvoir, machin. Donc, ça peut être récupérable par beaucoup de monde, eux l'ont fait. Mais quelques années avant, j'avais fait un dessin sur Daesh, etc. Et qui a été. J'ai vu tout de suite sur Twitter qu'il a commencé à être partagé par la fachosphère, ce qu'on appelle la fachosphère. Donc, dès que j'ai vu l'hémorragie, j'ai fait je retire le dessin. C'est la seule fois de ma vie que j'ai retiré un dessin. En plus, il n'était pas terrible. Hein, donc, c'est la preuve, il n'était pas efficace. Donc, je l'ai viré et j'ai mis à la place une photographie que m'avaient envoyé des étudiants en France
qui avait participé à une manifestation suite aux élections européennes où le Front National avait récupéré beaucoup de sièges. Et donc, ils manifestaient contre le Front National. Ils avaient utilisé un de mes dessins comme pancarte. Et donc, j'ai publié cette photo et avec un texte en disant que les fachos, vous passez votre chemin, ne venez pas sur cette page, pas besoin de récupérer quoi que ce soit. Et puis, voilà. Et puis donc, je n'ai plus de soucis. Et surtout, voilà, je ne veux pas être utile aux gens que je suis censée combattre, quoi. Donc, je fais très attention aussi dans mes dessins. Donc, quand je les vois, je me dis, est-ce que celui-là, il peut être récupéré? Non, enlève et essaie de tourner la même idée de manière à ce qu'il n'y ait pas de récupération possible. C'est pas de l'autocensure à la fin, c'est plus de je vais plus bosser pour que ça veuille mieux dire ce que je veux dire finalement. Oui. Mais c'est très difficile, ça devient de plus en plus difficile parce que le regard orientaliste sera toujours là et c'est très difficile d'éviter d'avoir un regard critique envers la société dans laquelle tu vis sans pouvoir être récupéré par tous, pour la sphère ou par des autres. Finalement, c'est très facile d'être récupéré dans ce monde. Ah oui, c'est un sport. Donc, j'allais te poser une dernière question. Je voudrais bien discuter. Le dernier chapitre du livre, on parle de liberté individuelle. Et j'espérais pouvoir dire quelque chose de bien. Mais... Bon, salut. Voilà. Notamment, je pense, on avait discuté de la Covid, on avait discuté des droits des personnes LGBTQ++. On avait discuté des violences faites aux femmes, et ben voilà. Voilà, on en est au point mort. Mais bon, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut se battre, et puis il ne faut pas les laisser faire, quoi. Même si on nous dit que c'est pas le moment, même si on dit qu'il y a des trucs plus graves, oui, d'accord, mais c'est pas une raison pour mettre de côté toute une partie de la population. On est citoyen comme tout le monde, et on a envie de vivre sereinement comme tout le monde, et on ne veut pas être mis en danger parce qu'on est différent, c'est tout. Donc oui, la liberté individuelle, la liberté de conscience, ça aussi, c'est pas gagné du tout. Et donc oui, ça va être, j'ai l'impression, de plus en plus difficile, quoi. Mais la jeunesse me donne quand même de l'espoir parce qu'elle est de moins en moins. Moi, j'ai été élevée en captivité, pas eux. Eux, ils sont nés libres, donc oui, ils vont peut-être mieux savoir l'utiliser, cette liberté-là. Espérons. Voilà. Le mot espoir, c'est peut-être. Voilà, finalement, à la fin on a commencé sans espoir, on a récupéré un petit peu d'espoir pour fermer la conversation. Non, c'est toi qui te l'as donné toi-même, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à la présentation. Et c'est un plaisir, comme d'habitude. Plaisir est partagé. Et on remercie encore Alliance. Merci, Alliance. Ah Je suis Martha Lucenia Morena. Donc, j'écris avec Nadia le bouquin qu'on a présenté à vous. Donc, Nadia Khiari, Conversation avec une dessinatrice politique engagée, que vous pouvez trouver en Tunisie dans certaines librairies sur commande surtout, et sinon en ligne sur le site de la Maison des sciences de l'homme. Je ne sais pas lire les lettres avec une bavette. Donc moi, je suis chercheur associé à l'IRMC actuellement, et je continue à travailler sur la question des genres, la question de LGBT largement. Et voilà, c'est un peu le mot de la fin. Je voulais te laisser le mot de la fin, mais finalement, ça y est. Merci beaucoup à l'IRMC, et merci à tous ceux qui vous en avez pas vu, mais il y a certains qui sont derrière l'ordinateur. Bonne soirée. Bonne soirée.